Donc, je vous propose de vous présenter l'Insra Nutrition en quelques mots. Donc, SRA, ça veut dire structure régionale d'appui et d'expertise en nutrition des Pays de la Loire. Donc, on est une association employeur qui a été créée en janvier 2016. Donc, on est une structure récente. Nous sommes financés par l'Agence régionale de santé et le ministère des Sports. Et notre mission principale, c'est d'animer et accompagner le réseau des acteurs de la nutrition en Pays de la Loire. Donc, acteurs de la nutrition, c'est vraiment au sens large. Florane, si tu veux compléter. Non, c'est mon micro activé, pardon. Oui, donc dans le champ de la nutrition au sens large, que ce soit alimentation et activité physique, on voulait juste vous faire un petit focus sur l'accompagnement qu'on fait des collectivités locales, des acteurs de l'alimentation et de l'activité physique, puisque comme vous êtes plusieurs à représenter ces acteurs-là, dans le cadre de l'accompagnement donc de ces acteurs, on organise ces webinaires mensuels thématiques. Donc là, sur la précarité alimentaire, on en a d'autres sur d'autres thématiques qui peuvent aller sur l'éducation au goût, les mobilités actives, le sport santé, la restauration collective, enfin voilà, tous les projets qui peuvent tourner autour de l'alimentation et de l'activité physique. Et puis, pour ceux qui le souhaiteraient, on intervient aussi sur site quand vous souhaitez être accompagné dans la réflexion autour de projets ou d'idées d'action à mener. Et pour essayer de développer l'interconnaissance et le partenariat sur les territoires, on peut intervenir aussi sur des animations de réunions collaboratives avec les acteurs du territoire. Et puis, le côté partage d'expérience et exemple d'action, donc on le fait via les webinaires et tous les 2 ans, on organise un forum régional nutrition. Donc, moi, pour compléter, effectivement, réseau des acteurs de la nutrition en Pays de la Loire, il y a des collectivités, bien sûr, mais il y a des établissements de santé, il y a des professionnels libéraux, il y a des institutions, il y a des acteurs du sport, de l'activité physique, il y a la restauration collective. Donc, vraiment, notre champ est très large. Les acteurs de la précarité alimentaire, voilà, on va en reparler. Et on intervient sur 3 champs d'intervention. Donc, on est effectivement sur la promotion de la santé avec ces 2 volets, alimentation et activité physique. On travaille également sur le surpoids, obésité et sur la dénutrition. Et puis, nous sommes une équipe de 11 salariés avec notre bureau basé à Nantes. Si vous voulez plus d'informations sur nos projets, sur ce qu'on fait, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet. Et puis, nous avons aussi les comptes Twitter et LinkedIn si vous souhaitez vous abonner et avoir plein d'informations sur nous et sur l'actualité nutrition. Donc, tout à l'heure, je vous parlais là, donc nos acteurs, et parmi nos nouveaux acteurs, effectivement, on a les acteurs de la précarité alimentaire. Alors, pourquoi on en est arrivé là? Voilà, bon, vous le savez tous, en 2020, on était dans un contexte de crise de la Covid, et les associations sur le terrain ont alerté, puis un constat d'une forte hausse des bénéficiaires de l'aide alimentaire. Donc, c'est dans ce contexte que notre SRAE a été missionnée par l'Agence régionale de santé sur la thématique de la précarité alimentaire. Donc là, on s'est posé la question, effectivement, quelle pouvait être notre porte d'entrée, à quoi on pouvait servir, puisque voilà, on est vraiment une structure opérationnelle. Donc, on a mené une enquête fin 2020 à destination des acteurs en contact avec des publics en situation de précarité. Donc, on va voir tout de suite qui on mettait dedans, avec pour objectif de connaître les pratiques du terrain autour de l'alimentation, les difficultés qui pouvaient être rencontrées autour de cette thématique et puis les besoins, s'il y en avait. Donc, on a eu 61 structures répondantes. Donc, ces structures, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, vous vous retrouvez, la plupart d'entre vous, 28% associations d'aide alimentaire, 21% CCAS, 16% associations autres que strictement aide alimentaire, structures d'urgence sociale, épicerie sociale, pour n'en citer que quelques-uns. Et effectivement, on avait des salariés qui avaient pour plus de la moitié répondu et puis un tiers de bénévoles. Si on va directement droit au but sur la synthèse de cette enquête, on avait pu constater que nous, en fait, effectivement, il y avait une diversité des acteurs qui avaient répondu, il y avait de nombreux échanges sur la thématique alimentation, puisque 75% des répondants avaient déclaré avoir l'occasion d'échanger sur l'alimentation avec les bénéficiaires.
que les actions étaient nombreuses, puisque 50% de ces répondants mettaient en place des actions autour de l'alimentation. Ces actions étaient diversifiées avec une volonté de les adapter, et ça on va reparler tout à l'heure aussi, au public, au contexte, aux différentes formes de précarité, puisqu'il n'existe pas une seule précarité, mais des précarités. Et puis qu'il y avait des besoins convergents, et notamment ce besoin de rencontres avec d'autres acteurs pour un partage d'expériences et d'échanges de pratiques. Ce qui nous a mené effectivement au regard de ce besoin à se dire, eh ben voilà, pourquoi pas organiser ce webinaire, hein, et puis laisser la parole à des acteurs qui avaient participé à cette enquête pour qu'ils nous présentent, pour qu'ils témoignent de ce qu'ils font sur le terrain. Donc voilà, en quelques mots, hein, pour se resituer ce contexte. Et là, je vais laisser maintenant la parole. Juste, on a Florane qui s'est reconnectée. Oui, Florane. Si elle veut conclure. Est-ce que tu avais des choses à dire en plus, Florane, ou tu étais arrivée au terme de ta présentation? Désolée, j'ai une coupure de courant, donc je ne sais pas où ça a coupé, mais je voulais juste dire, donc on pourra y revenir après, mais qu'on peut accompagner s'il y a des acteurs qui le souhaitent sur ces thématiques de l'alimentation et de l'activité physique, mais je pense que Anne-Cécile et Clémence, vous avez dû rebondir, donc on pourra en discuter à la fin. On a rebondi, Florane. Donc là, on arrivait au cœur de notre sujet, à savoir nos témoignages. Donc on aura en premier lieu le témoignage des Forges Médiation. Je vais les laisser se présenter après, bien sûr, avec Swan Layotte et Manon Rouillard, qui sont médiatrices en santé. Et puis dans un second temps, hein, on aura l'épicerie sociale au Petit Plus, avec l'intervention de Karine Descantes, responsable du service d'intervention sociale à la mairie de Rezé. Donc voilà, bah, écoutez, Swan et Magnon, je vous laisse la parole et je vous laisse partager votre présentation. Merci. Du coup, pour se présenter, moi je suis Manon Rouillard, du coup médiatrice en santé aux Forges Médiation. Donc je suis médiatrice en santé sur les terrains d'insertion temporaire de l'agglomération nantaise et les bidonvilles aussi. Et bonjour, je suis Swan Layotte, je suis médiatrice en santé aux Forges Médiation et j'interviens aussi sur les terrains d'insertion temporaire de la métropole et auprès de jeunes exilés vivant dans des baux précaires sur l'agglomération de Rezé. Et donc, je vais laisser ma collègue présenter un peu l'association et son fonctionnement. Donc, les Forges Médiation, ça a été créé en 2008. Du coup, c'est une association qui compte 3 services. Donc, il y a la médiation sociale qui intervient sur les aires d'accueil, les terrains spontanés, les terrains familiaux, principalement avec les gens du voyage. Et aussi sur les bidonvilles, il y a le service de médiation locative qui est en lien avec les bailleurs sociaux. Et la médiation en santé qui intervient sur plusieurs lieux de vie. Donc, il y a les aires d'accueil avec les gens du voyage, les bidonvilles avec les migrants européens, les terrains d'insertion, principalement les migrants européens aussi, les baux précaires, donc avec les exilés, et aussi les quartiers politiques de la ville de Nantes. Donc, il y a Nantes-Nord, Le Breil, Bellevue et l'île de Nantes. Au niveau des publics qu'on accompagne, c'est des publics qui sont éloignés du droit commun et qui sont en situation de précarité et de vulnérabilité. La médiation en santé, du coup, c'est de l'aller vers, des passages de proximité pour créer du lien avec les publics qu'on peut accompagner, pour les informer et les orienter si besoin. On est également soutien aux professionnels de santé qui peuvent rencontrer des difficultés. Et notre objectif, du coup, c'est l'autonomisation des personnes qu'on accompagne et la facilitation du lien avec les professionnels de santé. Et je vais laisser Swan, du coup, parler de l'action aparté un peu plus en profondeur. Donc déjà, je vais vous présenter qu'est-ce qu'on appelle un aparté dans notre association. Donc les apartés, c'est des actions collectives qu'on met en place sur l'ensemble de nos terrains d'intervention. C'est la volonté de créer un espace d'échange dans lequel les médiateurs et médiatrices apportent, comme vous pouvez voir, une table, des chaises, du thé, du café, et aussi du coup des outils pour parler d'une thématique qui a été préalablement repérée par les médiatrices au cours d'autres passages.
et le principal, le cœur des apartés, donc des personnes et des échanges, donc les habitants et habitantes des terrains. Les médiatrices utilisent des outils pour favoriser la discussion, mais c'est vraiment important pour nous de garder en tête que nous sommes là pour faciliter les échanges, mais nous ne sommes pas là pour être au centre de ces échanges. Donc, on essaie d'éviter les discours un peu prescripteurs sur des conduites à tenir, et notamment sur l'alimentation qui pourrait être de comment manger, quoi cuisiner, quelle activité physique faire. On est plus là pour permettre aux gens d'échanger entre elles et eux sur ces thématiques. Donc, c'est des actions qui ne sont pas obligatoires et donc seules les personnes qui souhaitent viennent à nous sur les terrains. C'est important pour nous de le préciser parce que la médiation en santé, c'est beaucoup d'aller vers. Donc, on va directement chez les gens et on discute avec les personnes. Et donc, là, c'est un petit peu l'inverse. Même si on va vers eux en allant sur les terrains, c'est eux qui, in fine, s'ils souhaitent, viennent vers nous. Les personnes peuvent très bien rester chez elles et ne jamais nous voir de l'après-midi. C'est donc aussi des actions qui nous permettent de pouvoir mettre en lien des habitants et habitantes avec des partenaires et des professionnels de santé comme la PMI, des sages-femmes, d'autres médecins. Enfin voilà, c'est assez en fonction des thématiques abordées, ça peut être très vaste. Donc c'est vraiment le centre des apartés, c'est l'écoute, l'information, l'orientation et le lien aux partenaires. L'outil de l'aparté est assez intéressant parce qu'il permet de s'adapter vraiment, que ce soit dans le temps, l'espace et le contenu. Il peut avoir lieu en plein été, en automne, l'hiver. On a une tonnelle pour se protéger. Ça peut durer autant 1 heure que tout l'après-midi en fonction de ce que les gens souhaitent. Et donc, les thématiques sont vraiment, on essaie de les faire au plus proche de ce qu'on a pu repérer, de ce qui intéresse les gens. Ça permet de faire passer des messages de prévention aussi, mais comme je disais tout à l'heure, sans avoir un discours paternaliste ou culpabilisant. C'est vraiment essayer de faire passer des messages et que les gens communiquent autour d'un sujet central. Donc, ces apartés peuvent avoir lieu sur l'ensemble de nos terrains d'intervention. Ceux dont on va parler pour les apartés sur les thématiques nutrition, donc alimentation, etc., ont été faits spécifiquement sur les 2 terrains d'insertion de la ville de Rezé. Parce que voilà, ma collègue vous l'expliquera, c'était en lien avec la mairie de Rezé particulièrement. Oui, du coup, pour reprendre ce que Swan disait, la thématique de la nutrition, elle a déjà été abordée par les médiateurs et médiatrices du coup de l'association depuis plusieurs années. Il y a déjà eu des apartés qui ont été faits, notamment avec le CFPD, le Centre fédératif de prévention et de dépistage du CHU de Nantes, avec qui on travaille régulièrement sur différentes missions, sur l'hygiène bucco-dentaire, du coup, et également le COMIGE, qui est le collectif pour les migrants européens, qui aide du coup à la mise en place d'actions permettant d'aider les migrants européens dans plusieurs domaines. Donc, qui ont sollicité principalement les femmes des terrains d'insertion sur la préparation de plats traditionnels, du coup, qui a été une action qui a été très appréciée. Et donc, comme disait Swan, suite à la demande de la mairie de Rezé de mettre en place des actions sur la parentalité, sur les 2 terrains d'insertion de Rezé, du coup, avec Swan, on a réalisé un diagnostic du coup auprès des habitants et des acteurs de terrain qui avaient un impact sur la parentalité. Donc, on a pu rencontrer les écoles, les centres socioculturels, les PMI. Et les thématiques de la nutrition et de l'alimentation sont ressorties principalement des échanges avec les partenaires et pas directement des habitants. Ce qui était repéré principalement, du coup, c'était l'hygiène bucco-dentaire assez dégradée, un accès au sucre, la question des rythmes et des repas aussi qui revenait assez souvent. Les habitudes alimentaires liées à la migration ou à la précarité, des demandes de chirurgie bariatrique et le rapport parentalité-alimentation. Donc, suite à ça, on a décidé de mettre en place des apartés, donc 2 fois par mois sur chacun des 2 terrains, pendant 6 mois pour échanger et discuter avec les habitants du coup, de parentalité au sens très large. Et du coup, on a abordé plusieurs thématiques qui étaient la nutrition, du coup, dont on discute aujourd'hui, les écrans, qui a été, on le note quand même, la thématique la plus appréciée du coup, sur ces 6 mois d'intervention, la scolarité, le suivi gynécologique et obstétrique en lien avec la vie affective et sexuelle. En ce qui concerne la nutrition et l'alimentation, du coup, on a abordé ça en 3 temps avec Swan. Donc, on a d'abord fait
un aparté global sur la santé. Ensuite, dans un deuxième temps, un temps d'échange sur l'hygiène bucco-dentaire et une troisième fois, du coup, un aparté qui était uniquement dédié à l'alimentation et la nutrition. Donc, ce qu'on a pu aborder, du coup, sur les habitudes alimentaires, c'est sur ce que les habitants aimaient consommer, quand, comment, dans quel contexte. Et du coup, il en est ressorti des échanges qu'on a trouvés assez intéressants. Du coup, on a pu avoir un témoignage d'une habitante qui nous disait que ses habitudes alimentaires étaient plutôt basées sur les traditions culinaires du pays d'origine et que du coup, c'était une alimentation plutôt grasse comparée à ce qu'on pouvait voir en France. Et une autre personne qui a pu nous dire, par exemple, que la précarité pouvait être un frein à la projection de manière générale et que de fait, les habitudes alimentaires étaient tournées vers une alimentation plutôt sucrée ou grasse dans l'idée de un peu se faire plaisir comme on peut. Des actions qu'on a faites plus avec des enfants, du coup, c'était sur la connaissance des aliments. Donc, quels sont les fruits et légumes de saison, comment est-ce qu'on les reconnaît, comment on peut les cuisiner. Donc, pour ça, on a utilisé des petits outils, on a fait des quiz en équipe, on avait un tableau avec nous sur lequel, du coup, on a pu dessiner des aliments. On a aussi amené des petits dessins à colorier pour les plus petits comme support de discours. Par rapport à la prévention sur la consommation du sucre, ça nous a permis d'aborder l'hygiène bucco-dentaire. Du coup, on a pu discuter de la consommation du sucre. Du coup, on a fait un quiz sur les effets du sucre sur le corps et sur les dents. Et pour ça, on avait comme outil une très grande mâchoire. Du coup, pour qu'on puisse qu'on puisse échanger avec eux sur comment ils se brossaient les dents. Et du coup, comme disait Sven tout à l'heure, le but des apartés, c'est de pouvoir orienter si besoin. Donc là, on a profité de ces échanges pour, s'il y avait des demandes des habitants, de pouvoir les orienter vers des professionnels de santé ou des partenaires comme des médecins généralistes, des nutritionnistes, des dentistes. Ce qu'on a pu remarquer par rapport à ce thème aussi, c'est que les publics qui sont intéressés, qu'ils aient échangé sur la nutrition, ça leur posait absolument aucun problème. Ce qui a le plus plu, c'est la partie influence du sucre sur le corps, notamment sur les dents. Et c'est un thème, on a pu remarquer, qui a mobilisé beaucoup plus les enfants que les adultes. Et du coup, grâce à tous ces outils d'animation, donc la mâchoire pour parler des effets du sucre sur les dents et du brossage des dents, ça nous a permis du coup d'ouvrir les échanges et d'approfondir un peu du coup les connaissances de chacun. Comme on l'a dit un peu plus tôt, donc les apartés, c'est vraiment un moment aussi d'échange partenarial et d'intervention de partenaires sur les terrains. Mais malheureusement, pour les apartés sur la nutrition, on n'a pas pu venir avec des partenaires. Donc, du coup, c'est aussi intéressant d'être là et de rencontrer aussi différentes structures auxquelles on aurait pu faire appel pour venir avec nous sur le terrain. On avait rencontré une association que des collègues avaient rencontré préalablement quelques années avant, qui s'appelle Du pain sur la planche, avec qui on a beaucoup échangé justement sur les questions d'alimentation et de précarité. C'était aussi très intéressant pour nous parce qu'il y avait vraiment une optique précarité et qui, en tout cas pour nous, a vraiment une influence sur la façon dont les gens ont de s'alimenter au quotidien. Mais malheureusement, notamment en raison du fait qu'il n'y avait pas une demande concrète des habitants et habitantes sur ces questions-là, c'était compliqué pour l'association de pouvoir venir, ce que je comprends totalement, effectivement. Avec, en plus donc, du pain sur la planche, on est très en lien, par contre, quotidiennement avec l'IREPS, qui est donc l'Institut régional d'éducation et de promotion à la santé, qui, au cours de tous ces apartés sur la parentalité et particulièrement ceux sur la nutrition, nous ont accompagnés, aidés à monter les ateliers, à nous proposer des outils, puisqu'il y a vraiment une banque d'outils énorme sur l'ensemble de toutes les thématiques de santé et aussi vraiment des fois spécifiques en fonction des publics, que ce soit l'âge, mais aussi l'origine sociale des personnes, ou économique, des personnes qui sont plus en précarité ou pas. Donc vraiment, c'est très, très intéressant.
Après, en dehors de ça, donc, comme on l'a déjà dit aussi, la nutrition est vraiment au cœur un peu des actions de médiation sensée de façon générale. Et donc, nos collègues avaient pu mener des partenariats, notamment aussi avec Maladie Chronique 44, qui est une association qui accompagne des patients atteints de maladies chroniques et qui soutient aussi des professionnels de santé sur ces questions-là. Et donc, nos collègues avaient pu les inviter sur un aparté sur la question du diabète. Et aussi, donc, d'autres collègues ont aussi contacté le programme Malin, qui apparemment des personnes du programme Malin sont là aujourd'hui. Donc, c'est un programme qui promeut une meilleure alimentation des nourrissons et des bébés, donc de 0 à 3 ans, si je ne me trompe pas. N'hésitez pas à venir me corriger après, il faut compléter. Et donc, c'est un programme qui propose à des familles plutôt précaires des bons pour acheter des produits alimentaires, mais aussi propose des conseils de nutrition, etc. Enfin, il y a vraiment, c'est assez global comme intervention. Et donc, il y avait la possibilité pour les médiatrices de mettre en contact directement, en tout cas à une époque, les personnes que l'on accompagne avec le programme Malin. Donc, voilà. De ces actions-là, on en retire plusieurs aspects plutôt positifs et quelques difficultés qu'on a pu rencontrer. Donc, les points positifs, c'était déjà tout d'abord que les personnes étaient malgré tout très ouvertes à la discussion, présents pour échanger avec nous, mais aussi entre elles et eux, parce que ça, c'est aussi ce qu'on avait un petit peu peur, que les échanges se fassent que de façon, que entre nous et les personnes. Il y a vraiment des discussions entre toutes les habitantes. Les enfants aussi étaient vraiment moteurs et étaient très, très présents, ce qui a pu, à des moments, un peu être aussi une difficulté parce que ça donnait un petit peu l'impression que c'était un espace construit pour les enfants, que du coup, on nous a même demandé si nous n'étions pas à l'école, mais venions sur le terrain, donc il a fallu essayer de jouer de plein de tours pour que les parents aussi se saisissent de cet espace. C'est aussi un espace qui est ouvert et qui permet de libérer la parole. C'est-à-dire que donc on parle de nutrition, on est là sur 3 temps pour parler de ça, mais évidemment qu'il y a d'autres choses aussi qui ressortent de ces moments-là. En fait, on est là aussi pour créer du lien avec les personnes et donc on est ouverte à tout échange, à toute discussion, même si ça dérive sur d'autres thématiques. Et donc c'est assez riche et très intéressant aussi pour nous dans notre suivi et notre accompagnement des personnes en fait sur le long terme. Et puis après, pour nous aussi, ça a été aussi un moyen de consolider des outils sur la nutrition, voir ce qui peut fonctionner, ce qui ne fonctionne pas. Les quiz, ça fonctionne super bien, les enfants adorent ça, même les adultes se prêtaient au jeu. Les dessins aussi, pour les plus petits, c'était vraiment très, très pratique de pouvoir discuter en même temps qu'elles et eux colorier, etc. Et puis, voilà, il y a d'autres choses qui ont un peu moins bien fonctionné et que, du coup, on ne gardera pas si jamais d'autres apartés sur cette thématique se font. Et donc, on a vu plusieurs difficultés. Et la première difficulté a été la barrière de la langue, parce que beaucoup de personnes sur ces terrains ne sont pas complètement francophones, pour certaines, pas complètement francophones, quoi. Et donc, heureusement, grâce à un lien qu'on a quand même assez fort avec donc, la ville de Rezé, la mairie de Rezé, on a pu leur demander d'avoir de l'interprétariat et ils ont répondu favorablement à cette demande. Donc, très rapidement, au cours des apartés, une interprète était présente tout le long de l'action, ce qui a vraiment aussi facilité la venue des adultes, parce que du coup, beaucoup d'adultes ne parlaient pas français, peut-être plus des enfants, et permis aussi des échanges beaucoup plus longs et beaucoup plus profonds, en fait. Et ça a aussi permis de remettre les enfants un peu à leur place d'enfants et pas d'interprètes, parce que du coup, ils pouvaient être là des fois aussi pour un peu traduire à leurs parents. Et là, voilà, c'était vraiment, les enfants étaient là à part entière à participer à l'action, et les parents aussi. L'interprète remettait un peu le cadre. Donc voilà, ce n'était pas une thématique qui les questionnait de base, donc du coup, c'était plus compliqué de les motiver, contrairement aux écrans, comme disait ma collègue, où là, il y avait beaucoup plus de monde et d'échanges parce que ça les questionnait plus. Mais mine de rien, les personnes étaient là et discutaient avec nous. Et je pense qu'aussi, une des plus grandes difficultés, c'était donc cette grande diversité d'âge, parce qu'il y avait aux apartés, il y avait des personnes, ça allait de 2 ans à 60 ans. Donc, il fallait réussir à animer entre 2 et 15 ans et
25 et 60 ans, quoi. Donc, il fallait vraiment qu'on ait plein d'outils différents pour que chaque personne puisse y trouver son compte et sortir avec des idées, des réflexions sur ce qui a été mené, quoi. Mais c'était intense, mais très intéressant. Donc, pour les perspectives un petit peu de ces actions-là, en fait, la mission parentalité ne durait qu'un an, donc sur l'année 2021, ce qui fait que les actions aparté en lien avec la mission parentalité, dans lesquelles il y avait les actions sur la nutrition, sont terminées. Mais de fait, on a des collègues, et dont nous, qui intervenons encore en tant que médiatrices en santé sur ces terrains-là. Donc, du coup, on continue à venir discuter avec les habitants, habitantes et à répondre à les orienter s'il y a des questions, et notamment s'il y a des questions sur la nutrition, à les orienter vers des partenaires. Puis c'était vraiment le but de ces apartés, d'aller vers l'extérieur. Donc, du coup, on avait quand même quelques partenaires en tête, notamment des centres socioculturels, etc. Après, comme je disais, l'alimentation est vraiment très présente pour nous. Et donc, il y a dans d'autres missions, on a aussi la volonté de créer de nouveaux espaces et de nouvelles actions sur l'alimentation et la nutrition. Et notamment, par exemple, pour ma part, sur la mission des jeunes exilés, on est en train d'essayer avec ma collègue de construire une action. On essaie de voir peut-être en lien avec la cocotte solidaire. On aimerait bien pour justement cuisiner avec les jeunes, discuter de qu'est-ce que sont les légumes de saison, comment on cuisine les légumes de saison, parler aussi de toute la question des dates de péremption. Toutes ces réflexions-là, c'est des questions qui nous ont été posées au quotidien, et donc ça nous permettait de pouvoir ensemble en discuter. Et puis, ça nous permettait aussi après de manger tous et toutes ensemble et de partager un bon moment, parce que un des points centraux de la médiation en santé, c'est aussi le lien qu'on a avec les personnes. Et donc, voilà, ça permettait de faire d'un mélanger un peu les deux. Du coup, oui, pour conclure tout ce qu'on vient de se dire, pour reprendre un peu la médiation en santé, du coup, c'est une dynamique d'aller vers et de faire avec surtout. Et notre objectif vraiment principal, c'est de mettre les habitants au cœur de leur parcours de santé et de les rendre vraiment acteurs. Et donc, l'alimentation, c'est un sujet qui est abordé de manière fréquente dans tous nos passages de proximité ou nos actions collectives apartées. Même si, comme on a pu le dire du coup pendant la présentation, c'est un sujet qui intéresse les habitants, mais qui ne les questionne pas vraiment. Donc, ça arrive sous forme d'aparté, comme on vient de vous le présenter, du coup, et sur différents terrains d'intervention. Donc, ça peut être, comme on vient de le faire, sur les terrains d'insertion, ça peut être sur les bidonvilles, les aires d'accueil, ou avec les jeunes, du coup, comme disait Swan. À travers toutes ces actions, du coup, on a pu échanger avec les habitants et habitantes sur les différentes habitudes alimentaires, les impacts, le changement sur le corps. Donc, on souhaite toujours travailler cette question de l'alimentation par des actions peut-être autres que les apartés, pour poursuivre un peu les échanges. Ce qu'on en retient, du coup, de ces apartés, c'est la mobilisation de personnes quand même de tout âge. Le fait que ce soit adaptable sur des lieux de vie différents sur lesquels la médiation intervient, et sur des thématiques diverses et variées qui permettent de donner la parole et de trouver des leviers d'action avec les personnes en se basant sur un principe de non-jugement. Et j'aurais juste une petite chose à rajouter. Je pense que c'est aussi je trouve ça très intéressant de venir et d'être là aujourd'hui, parce que ça nous permet aussi de découvrir de nouveaux partenaires et de nouveaux acteurs et actrices de terrain sur l'alimentation, et qui pourront justement aussi peut-être pour d'autres actions venir avec nous, ou en tout cas échanger sur comment aborder certaines thématiques, et voilà. Donc voilà, j'en ai très contente d'être là aujourd'hui, et merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas pour les questions. Merci à toutes les deux pour cette présentation très intéressante. Si certains de nos participants veulent intervenir pour faire la transition à ce que vient de dire Swan sur le fait qu'elles étaient très, très heureuses de participer pour éventuellement connaître d'autres acteurs et faire le lien avec eux. Donc, si vous voulez poser des questions tout de suite, ou peut-être tout à l'heure, mais en tout cas, là, vous avez l'occasion de le faire par rapport à ce que viennent de vous présenter Swan et Manon.
Moi, je voulais juste rebondir sur c'est pas la volonté des participants, vous l'avez dit à plusieurs reprises. C'est quelque chose qu'on entend souvent sur le sujet de la précarité alimentaire, c'est comment toucher ces publics, parce qu'on sait que ça a un intérêt pour eux, mais qui sont pas forcément demandeurs. Et le fait d'aller vers eux via ces espaces-là qui sont dédiés, je trouve ça très intéressant. Après, j'imagine que ça touche qu'une catégorie de personnes et qu'elles ne viennent pas forcément facilement sur ces espaces-là, ou peut-être pas, j'ai peut-être une mauvaise idée de ce sujet-là. Non, vas-y. Effectivement, principalement au début, ça va être les personnes avec qui on a déjà du lien, parce que du coup, on intervient déjà sur ces terrains-là. Donc, de fait, ce sera les personnes qui ont le plus de lien avec nous qui vont venir. Mais il est arrivé que des personnes qu'on ne s'attende pas vraiment qui viennent et soit en fait se disent ah ben tiens, j'ai 1 heure là, je vais aller voir ce qu'elles ont à raconter là avec leur café. Et donc, on peut être assez surprise des fois, mais de fait, c'est quand même des personnes qui ont déjà le plus de lien avec l'extérieur qui ont tendance à potentiellement venir, mais pas uniquement. Oui, même pour du coup compléter ce que dit Swan, c'est pas forcément pour la thématique du coup qu'ils viennent nous voir, mais des fois c'est un peu de curiosité de savoir quel soutien on a amené, et puis ça peut arriver que finalement ça prenne bien et que même si elle reste que 20 minutes, en fait, ces 20 minutes où on a pu quand même discuter. Et, du coup, c'est toujours bon à prendre. Oui, la porte d'entrée n'est pas forcément l'alimentation, en fait. C'est plus l'échange, le partage et la proximité avec vous qui est mise en avant. Oui, tout à fait. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions là, des personnes qui souhaitent lever la main ou... J'ai une question, c'est bon. Alors, Clémence avait une question, donc Clémence va la poser. Je vais réactiver. Vous nous avez précisé que vous vous aidiez notamment de l'IREPS pour mettre en place des actions à aparté. En effet, vu que l'IREPS propose, j'imagine, beaucoup de ressources, est-ce que vous faites appel à d'autres ressources en plus de l'IREPS ou c'est principalement l'IREPS? Est-ce que vous avez d'autres outils ou d'autres structures qui peuvent vous aider à mettre en place, à construire ces actions? J'aurais tendance à dire que ça dépend des actions que l'on fait. Des fois, quand on les fait avec les partenaires, donc on a déjà des outils que les partenaires peuvent nous amener. Mais c'est vrai que si il n'y a pas de partenaire qui viennent avec nous, ce sera quand même majoritairement l'IREPS. Après, on pourra se céder des fois d'outils d'associations spécifiques qui travaillent sur une thématique et on pourra prendre des prospectus. Oui, quand on veut parler on aurait pu prendre des outils, des prospectus de votre organisme ou des choses comme ça, mais c'est vraiment en termes d'outils pour animer, ce sera quand même vraiment l'IREPS. Oui, je ne pensais pas du tout à la Strat Nutrition, je pensais plutôt à d'autres structures peut-être qui ont d'autres outils autres que l'IREPS. Mais là, comme ça, c'est vrai que par l'IREPS, moi, je n'ai pas eu l'occasion d'avoir contact avec d'autres structures avec qui on aurait pu avoir un échange d'outils. Mais ça peut rester quand même très intéressant. Ça dépend des thématiques aussi. Oui. C'est ça, et puis on ne vient pas toujours avec une thématique en particulier non plus pour les apartés. Du coup, parfois on vient avec des outils tellement larges en fait que du coup on attend aussi que ça émane des habitants. S'ils ont envie de parler d'un sujet en particulier ce jour-là, parce que ça peut arriver qu'on passe 15 jours avant et qu'on nous parle d'un sujet, et puis finalement quand on revient, c'est plus du tout la priorité, et ils souhaitent parler d'autre chose. Donc on s'adapte aussi beaucoup leurs envies et leurs besoins du moment, en fait. D'accord. Et on a aussi des collègues qui sont médiatrices en santé depuis de nombreuses années, qui ont pu aussi créer des outils, notamment sur les questions de suivi gynécologique obstétrique, etc., des tabliers. Voilà. Donc, on a aussi une petite banque d'outils dans notre structure. D'accord. Donc, finalement, on pourrait aussi faire appel à vous s'il y a des structures qui ont besoin de certains outils sur certains sujets, peut-être? Alors, ce n'est pas des outils qui sont homologués ou quoi que ce soit. Pour avoir des conseils, ils peuvent nous certainement faire appel à nous. Il n'y a vraiment pas de souci. On est vraiment ouverte à échanger. Après, je ne sais pas trop comment ça se passe en termes de démarche légale ou je ne sais quoi, de comment on peut proposer des outils. Mais en tout cas, expliquer comment on fait. Il n'y a pas de problème, quoi. On peut nous contacter, effectivement.
Alors, on a une question dans le chat. Avez-vous pu avoir des retours sur l'impact de l'aparté sur les habitudes des habitants? Je dirais que c'est un peu difficile d'évaluer concrètement les changements d'habitudes alimentaires, même si on continue d'aller sur les terrains. De fait, je ne sais pas s'il y a vraiment eu des modifications. Je sais qu'après, il y a une habitante qui m'a posé des questions sur comment, qui allait voir pour perdre du poids, est-ce qu'il valait mieux qu'elle fasse un régime ou qu'elle fasse du sport. Et donc, du coup, là, nous, notre rôle, c'était justement d'orienter soit vers un médecin généraliste, soit d'aller voir un ou une diététicienne, etc. Mais donc, voilà, ça a pu peut-être amener des personnes à réfléchir sans que ça ait pu concrètement changer peut-être l'alimentation. Oui, c'est vrai qu'on n'a rien remarqué de notable, enfin vraiment de changements assez importants. Mais oui, peut-être des petites graines qui ont pu émerger et qui, au fur et à mesure, font leur petit bonhomme de chemin. Donc, voilà. Peut-être oui, on se fait un peu plus solliciter peut-être sur certaines questions parce que ça a été abordé une fois et on n'a pas eu l'impression que c'est vraiment fait tilt sur le moment, mais qu'avec le temps, du coup, il y a un peu plus de demandes par rapport à ça. Donc, il y avait une autre question, là, Magali, qui est de la Banque alimentaire de Loire-Atlantique. Donc, bonjour, par rapport à la barrière de la langue, avez-vous des outils particuliers ou des techniques d'animation adaptées, des astuces? C'est un peu notre point compliqué, la barrière de la langue, j'imagine, comme la personne qui pose la question. Généralement, ce qu'on essaie de faire au maximum, c'est d'avoir d'interprétariat, en fait, de l'interprétariat extérieur. Donc, nous, on a la chance de pouvoir faire appel à des moments sur des temps très spécifiques à des interprètes de la SAMLA. Mais donc, donc là, nous, c'était dans le cadre des apartés, c'était financé par la ville de Rezé, par la mairie, quoi. Et sinon, c'est notre association sur des temps précis qui peuvent nous allouent des créneaux d'interprétariat. C'est ça. On a des collègues qui peuvent des fois parler la langue que les personnes parlent, donc du coup, elles ne sont pas interprètes. Donc du coup, ça c'est important dans la relation, elles ne sont pas interprètes, mais elles peuvent quand même faciliter. Et après, sinon, c'est utiliser, avec les enfants, par exemple, qui ne parlaient pas, c'est utiliser des images, utiliser des dessins énormément. C'est un peu tout ce qu'on peut avoir, d'avoir justement cette idée. Bon, c'est pas sur la nutrition, donc ce sera peut-être moins pertinent pour vous, mais le tablier, quand on parle justement de la grossesse, etc., où on met des intercalaires, où on montre le développement de la grossesse, faire des choses très imagées, en fait, majoritairement des images et des dessins. Et vraiment, pour les choses un peu plus spécifiques, c'est Google Traduction, mais qui n'est pas un outil adapté ou efficace. Donc, avec une ligne du bas. Alors, moi, j'avais une petite question parce que est-ce que c'est un public où j'ai un peu la réponse déjà, qui est dans une problématique de surpoids, d'obésité, qui est constatée? Et si oui, comment vous l'abordez? Bon, là, vous avez parlé du sucre. Bon, il y avait certains qui vous interrogent sur la chirurgie bariatrique. Comment ça se passe, ce sujet? Et puis, par rapport à ce profil de public. Pour les personnes du coup en situation de surpoids, après, si les personnes, c'est des sujets qui sont abordés si les personnes nous en parlent. Je ne sais pas si peut-être ça une. En fait, on ne va pas aller au-devant de ce que les gens, des besoins des gens, dans le sens où c'est vraiment les personnes qui nous amènent un sujet, même je veux dire dans le quotidien de notre pratique de médiation en santé, ce qui fait qu'il peut y avoir des personnes qui peuvent être dans un parcours de chirurgie bariatrique qui ne nous en parlera jamais, et donc du coup, nous, on peut être amené à essayer de questionner, mais si la personne ne rentre pas dans la conversation, sur ça, on n'a pas de mainmise, enfin, on ne peut pas faire grand-chose. Après, de fait, il y a plusieurs personnes qui nous parlent justement de leur volonté par exemple, de faire une chirurgie bariatrique. Donc, nous, nos modalités d'action sur ça, c'est d'accompagner la personne dans ses démarches de soins si elle le souhaite. Et donc, d'essayer de lui expliquer comment ça fonctionne, de voir toutes les possibilités, en fait, qu'il existe pour cette personne-là, et de l'accompagner si elle le souhaite dans les différentes possibilités, et surtout d'en discuter avec des spécialistes. Mais de fait, nous, on ne peut pas vraiment être là pour lui dire ça, il faudrait que tu fasses ça. Moi, je pense qu'il faudrait que ce serait mieux que tu fasses attention à ce que tu manges. Enfin bref, la terminologie n'est peut-être pas très bonne, mais
voilà, on sera plus à dire, si, par exemple, la question de poids est un problème pour toi, je peux t'accompagner, voir tel ou tel spécialiste pour en discuter, voir ce qu'il peut te proposer par rapport à ta situation. On sera plus dans l'orientation que la réponse immédiate, du coup. Vu qu'on n'est pas professionnels de santé nous-mêmes. Et puis, c'est pas l'objet. L'objet, c'est de discuter avec elles et d'échanger, mais c'est pas forcément en soi qu'elles aillent forcément vers une prise en charge. L'idée, c'est vraiment de répondre à leurs questions et à leurs attentes, mais pas. Enfin, vous n'avez pas d'attente. Peut-être quand même in fine, vous en avez une en tête de parler alimentation pour essayer qu'elles aient un déclic, comme tu disais tout à l'heure. Mais l'idée principale, c'est que déjà, elles discutent de ce sujet-là, si j'ai bien compris. Tout à fait. Ce n'est pas toujours évident. J'allais dire, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, sinon on va passer peut-être à l'autre intervenante. Juste une question, quand vous orientez du coup des personnes vers des professionnels de santé, sont des professionnels de santé qui sont partenaires ou enfin, comment faites-vous pour les orienter vers un spécialiste sur un sujet donné? Alors, pour les spécialistes, généralement, parce que pour beaucoup de spécialistes, il faut avoir donc une orientation d'un médecin généraliste. Donc, généralement, ce qu'on demande, ce qu'on dit à la personne, c'est de parler de ce sujet-là avec le médecin généraliste, ce qui n'est pas obligatoirement évident pour tout le monde. En fait, on ne se dit pas que si j'ai un problème si j'ai telle question, il faut que j'aille voir mon médecin généraliste, il faut plutôt que j'aille voir tel spécialiste. Donc, voilà, on les réoriente vers des médecins généralistes. S'il n'y a pas de médecin généraliste, on essaie de trouver avec la personne un ou une médecin généraliste dans le secteur pour qu'elle puisse avoir un suivi médical. Et après, en fonction du médecin, du spécialiste que le médecin généraliste vers qui elle aura orienté, je ne sais pas si c'est clair ce que je viens de dire. Voilà, nous, on accompagne, enfin, ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui sont très autonomes et qui n'ont pas besoin du tout d'accompagnement. Et dans ce cas-là, on est là pour discuter, échanger des peurs, des stress, mais rien de plus. Et si elles souhaitent des accompagnements, on les accompagne, on fait le lien entre le spécialiste et la personne. Mais voilà, ce n'est pas nous qui allons décider quel spécialiste aller voir. On n'a pas de partenariat spécifique. On a un partenariat avec le CFPD, donc le Centre fédératif de prévention et de dépistage, sur différentes missions. Et on est très en lien avec différents services de l'hôpital, mais pas de partenariat vraiment à proprement dit. D'accord. Merci. Merci à vous. Je vous propose maintenant qu'on passe à notre prochaine intervenante. Karine, Oui. Vous avez la parole. Eh ben, très bien. Bonjour à tous. Donc, moi, je vais vous parler de l'épicerie sociale de la mairie de Rezé. Voilà, j'ai répondu, en fait, comme sans doute beaucoup d'entre vous, voilà, au questionnaire. Et voilà, on m'a appelé pour parler et d'expliquer un petit peu voilà, ce qu'on faisait sur cette épicerie. Donc, c'est une épicerie qui est municipale, puisque voilà, elle dépend du CCAS, du Centre communal d'action sociale. C'est une épicerie qui est ouverte depuis février 2001, donc qui est vraiment ancienne. Voilà, c'est-à-dire que les équipes ont bien sûr évolué depuis tout ce temps-là, depuis 2001, mais le projet en lui-même, il a peu changé. Voilà. C'est-à-dire qu'au-delà de la mission première d'une aide alimentaire, c'est vraiment l'épicerie, un lieu d'accueil, un lieu d'écoute, avec un accompagnement social qui est proposé à la fois individuel, je pourrais expliquer, et puis des ateliers collectifs. L'objectif en fait de l'épicerie, c'est vraiment de créer du lien social, de reprendre confiance en soi, d'apporter un soutien aux démarches. On est beaucoup sur les démarches administratives et numériques notamment, et puis d'accompagner la personne vers l'autonomie. Comme je l'expliquais, voilà, c'est une aide du CCAS, ça fait partie des aides facultatives, comme on aide également sur des bons d'achat ou des aides sur des factures. Donc, on peut aider sur l'épicerie. Donc, les personnes ne viennent pas directement à l'épicerie, il faut qu'elles aillent au CCAS, elles déposent une demande d'aide, où on leur demande quelles sont leurs ressources, leurs charges, voilà, on calcule leur reste à vivre. Et puis, donc l'épicerie peut être accordée pour une période, et souvent c'est 2 mois, et renouvelable, renouvelable plusieurs fois. Voilà. D'où l'intérêt aussi d'avoir un accompagnement un peu plus long et une aide un petit peu plus importante pour les personnes qui viennent à l'épicerie.
Comme dans beaucoup d'épiceries, il y a une participation financière, donc elle est de 10%, c'est-à-dire que il y a un montant d'aide qui est alloué selon la composition du foyer et les personnes donc, payent 10% et on leur remet un chéquier, un peu comme un carnet de chèques vierge. À chaque fois qu'elles viennent faire leurs achats, elles remplissent ou on aide à remplir ce chéquier. Donc, il y a un libre choix des produits. Voilà. Et puis, ce qu'on dit aux gens, surtout, et puis ce qui est noté dans notre règlement, c'est qu'on ne veut pas que les personnes viennent une fois ou 2 fois dans le mois faire des gros chariots. Ce qu'on veut, c'est voir les personnes, puisqu'on est vraiment sur le lien social. Donc, c'est dans la mesure du possible, on leur demande de venir une fois par semaine, voire plus. L'épicerie est ouverte au public 3 demi-journées par semaine. Et puis, il y a certaines personnes qui viennent les trois fois, y compris même sans faire de courses, mais simplement pour passer un temps d'échange, boire un café, voilà. Voilà un peu sur le fonctionnement, je ne rentre pas plus dans le détail. Au niveau de nos approvisionnements, donc on va à la banque alimentaire plusieurs fois par semaine. On va également, il y a un chantier d'insertion de légumes biologiques qui s'appelle Oser Maraîchage, qui nous livre toutes les semaines des légumes. On va également aux mines sur la plateforme du Secours populaire pour prendre des fruits, des légumes. Et puis en complément de tout ça, on fait également des achats auprès de 2 enseignes de supermarchés qui sont sur la commune. Le public que l'on accueille en fait à l'épicerie, c'est un public qui est fragilisé, notamment financièrement. Par contre, ce n'est pas un groupe homogène en fait, puisque chacun son histoire. À un moment donné, il y a une difficulté et qui amène à l'épicerie sociale. Le public est quand même principalement, ça pendant de nombreuses années, c'était notamment des familles monoparentales, des femmes avec des enfants. Depuis quelques années, et encore plus là depuis les 3 dernières années, on a beaucoup, 43% en fait de personnes seules. On a 40% de familles monoparentales. Ce sont essentiellement des personnes qui ont les minima sociaux. Depuis quelques années, on a aussi quelques retraités, de plus en plus. Et puis des travailleurs pauvres. Souvent ce sont des femmes et qui travaillent quelques heures. Le constat que l'on a fait, et notamment là depuis ces dernières années, c'était surtout des personnes qui venaient à l'épicerie, puisqu'elles avaient vraiment besoin de liens sociaux très forts et des personnes qui sont vraiment isolées. Donc les orientations, on est, je pense, repérées quand même comme ça aussi par les partenaires, notamment les assistantes sociales de l'EDS ou de la CAF ou autres, et on nous oriente des personnes que l'on sait vraiment, soit vraiment excessivement isolées, ou alors des personnes qui ont énormément de dettes, où on se dit il faut vraiment les aider sur un temps assez long et qu'on fasse aussi un accompagnement budgétaire, on va dire, sur cette période-là, et qu'un bon d'achat d'1 mois ou 2 mois ne serait pas très adapté, quoi. Donc voilà par rapport à ça. Donc on a une assistante sociale qui travaille, il y a un collègue qui s'occupe de toute la partie approvisionnement, passage en caisse, de l'accueil. On a également une assistante sociale qui est présente à peu près 50% équivalent temps plein sur les temps d'ouverture et puis sur 2 temps d'ouverture. Et puis également, elle fait le suivi, l'accompagnement social des personnes pendant ou en dehors des temps d'ouverture de l'épicerie. Et puis moi-même, j'y passe une journée par semaine. Voilà. On fait appel également à une TISF, une intervenante technicienne en intervention sociale et familiale, pour animer des ateliers, notamment les ateliers cuisine dont je vais parler juste après. Donc les ateliers, on en propose différents. Pour nous, les ateliers, c'est surtout un support d'intervention. C'est pour créer la relation, Donc, on va travailler, par exemple, avec la médiathèque, on va travailler avec les animateurs des centres socioculturels qui viennent régulièrement au sein de l'épicerie. On va travailler aussi sur l'estime de soi, mais sur le volet image de soi, par exemple, en faisant intervenir une socio-esthéticienne, en faisant intervenir un coiffeur.
Sur la santé, on propose en fait le bilan de santé là, de la CPAM et on accompagne les personnes, par exemple. On a aussi l'hôpital d'Aumaison, l'équipe mobile psychiatrie précarité, qui vient voilà, régulièrement, minima, enfin en tout cas une fois par mois. Voilà. Et puis, une thématique qui est forte au niveau de l'épicerie, c'est également l'alimentation. Voilà. On peut faire aussi occasionnellement des ateliers couture, voilà, mais on va dire que l'alimentation est quand même au cœur des ateliers que l'on fait voilà, toutes les semaines. Donc, si vous le voulez bien, maintenant, je vais faire plus un focus en fait sur l'alimentation et ces ateliers. Alors, toutes les semaines, nous proposons en fait un atelier légumes. Voilà, donc ça, c'est tous les lundis. Souvent, c'est avec les légumes qui n'ont pas été achetés la semaine précédente, hein, voilà, pour éviter le gaspillage. Ou alors des légumes qui nous arrivent, mais on se dit, bah, les personnes ne savent pas trop les cuisiner. Donc, il y a tous les légumes, c'est notamment pendant l'hiver, les légumes anciens, les panais, les patates douces, voilà, les côtes de blettes, hein, voilà, on a eu beaucoup les poireaux, enfin voilà. On va faire des choses plutôt simples, des choses très basiques, hein, j'allais dire. Hein, c'est la cuisine ordinaire tous les jours que les personnes pourraient refaire chez elles. Ça va être l'occasion de parler des légumes, des saisons, de la saisonnalité. C'est également pour encourager, bien sûr, l'achat des légumes. Voilà, donc ce que je n'ai pas dit, voilà, nous, les légumes, on les vend à 1 € le kilo. Donc, c'est vraiment pas cher du tout. Mais pour autant, voilà, il y a des personnes qui en achètent, mais il y en a aussi beaucoup qui n'achètent pas les légumes. Donc, c'est aussi pour inciter à ça. Donc, pour ces ateliers, il n'y a pas d'inscription au préalable, c'est très, très souple. En moyenne, c'est entre 2 et 5 personnes à peu près. Hein, et ça se fait un peu comme ça. Qu'est-ce qu'on cuisine? On prend un légume. Est-ce que quelqu'un a une idée? Si quelqu'un a une idée, on prend son idée. Et puis, s'il n'y a pas d'idée, c'est nous, à ce moment-là, qui proposons voilà, une recette. Voilà. Donc ça, c'est pour les lundis. Le lendemain, le mardi, c'est souvent un moment de partage autour de pâtisserie. Alors, voilà, les personnes vont cuisiner. Ça, pareil, souvent, c'est un petit groupe de 3-4 personnes. Et puis, après, ils partagent et ils dégustent ça dans l'après-midi. Et puis, tous les vendredis matins, c'est-à-dire que sur chaque temps d'ouverture, finalement, il y a quelque chose qui tourne autour de l'alimentation. Le vendredi, c'est un moment de partage, en fait, sur du pain. Donc, dès 9 h, l'ouverture, on fait du pain. Souvent, c'est quelqu'un qui vient et qui le fait. D'autant qu'il y a différents pains qui existent, on va dire, selon les cultures. Et puis, si des personnes ne sont pas là, on peut nous aussi commencer à le faire. Ça met des bonnes odeurs en fin de matinée dans l'épicerie. Et puis, c'est aussi un moyen voilà, de dire aux personnes qui font leur achat, venez, il y a du pain de l'autre côté, venez-vous donc vous installer, boire quelque chose. Voilà, on met un petit peu de beurre salé, un petit peu de fromage. Et puis, c'est surtout voilà, ce moment de partage avec les personnes. On a très souvent beaucoup de monde le vendredi en fin de matinée. Voilà, autre chose qu'on va faire au niveau de l'alimentation, c'est des repas. Donc ça, c'est plutôt une fois tous les 2-3 mois, on va dire peut-être un repas trimestriel, où là, on recueille l'envie des plats, un petit peu de chacun, et on va préparer ensemble, on va dresser une jolie table, on va faire attention aussi de faire des jolies présentations de plats. On va faire à l'assiette, par exemple. Voilà, on s'applique ce jour-là. Et on va avoir comme ça, très souvent, entre 15-20 personnes. Quoi. Voilà. On a pu faire aussi, actuellement, on a moins d'enfants, avec ce que je disais tout à l'heure, on a beaucoup de personnes seules, mais on a pu faire aussi des ateliers cuisine, parents et enfants. Voilà. Et bien sûr, à chaque fois qu'on fait des recettes, les gens nous demandent aussi, et on note les recettes, et puis c'est des recettes qu'on peut distribuer voilà, aux personnes. Quoi. Donc, l'alimentation, c'est vraiment assez au centre parce que c'est chacun, quelque part, peut faire quelque chose quoi, au niveau de l'alimentation. Chacun, ça ramène des souvenirs.
chacun voilà, peut dire quelque chose, peut partager, peut participer. Donc, c'est assez fédérateur, quoi. Généralement, il y en a qui aiment cuisiner, il y en a qui aiment manger, il y en a, voilà, bref. Donc, c'est plutôt fédérateur. Et pour nous, c'est vraiment un support très intéressant de rentrer en contact avec les personnes. Voilà, donc les objectifs de ces ateliers cuisine, on est vraiment sur rompre l'isolement, créer du lien, voilà. Faut dire que la cuisine, c'est un lieu de partage, et c'est souvent plus facile de parler dans la cuisine en train d'éplucher voilà, des choses que en face à face derrière le bureau. Donc, c'est pour ça que c'est important. C'est aussi valoriser énormément les personnes au travers leurs compétences. Voilà, c'est des échanges de savoir. C'est des apprentissages aussi pour certains. Voilà, des personnes qui disent oh, c'est ici que j'ai appris à faire la béchamel, par exemple. Voilà, c'est découvrir des légumes. Donc, c'est ça. C'est susciter, bien sûr, plaisir, convivialité, moment de bien-être. Voilà. Et puis, on aborde, mais vraiment doucement, quoi, j'allais dire, plutôt une approche de la santé, quoi. C'est une porte d'entrée, on va dire, pour parler de la santé, dans le sens prendre soin de soi, voilà, de manière un peu générale. Quand les choses voilà, s'amènent comme ça un petit peu au fil de la conversation, quoi. Et puis les échanges culturels, j'en ai un petit peu parlé un peu précédemment. C'est le partage d'un plat traditionnel, d'un pays ou d'une région, voilà. Donc, c'est surtout pas un cours, surtout pas. C'est vraiment cette notion de partage qui est la plus importante, quoi, et de valorisation des connaissances de chacun. Voilà, donc ce que je peux dire voilà, de plus sur le retour un petit peu que les personnes voilà, nous font par rapport à ça, ou ce que l'on peut ressentir, c'est vraiment ce plaisir parfois qui est retrouvé. C'est vrai, quand les personnes souvent, elles viennent à l'épicerie, les personnes sont pas bien, voilà, il y a de nombreuses difficultés qu'on traite bien sûr en parallèle, qu'on aide voilà, dans les démarches ou dans les différentes démarches, soit administratives, de santé, d'emploi ou autres. Donc, quand on a la tête complètement prise comme ça, avec plein de problèmes, c'est compliqué de se mettre à cuisiner, de prendre goût à ça. Donc, parfois, voilà, certains peuvent nous dire que de nouveau, elles retrouvent un peu plaisir à cuisiner, ou tout au moins de le faire ensemble, même si elles ne vont pas avoir envie de le faire chez elles seules. On a aussi des personnes qui ont beaucoup cuisiné dans le passé, des femmes qui ont eu tout ça, et qui se retrouvent seules maintenant, et puis toutes seules, elles lui disent non, j'ouvre le frigo, je prends un petit morceau de jambon, et puis un yaourt, et c'est tout. Donc, c'est aussi... voilà, c'est aussi se dire, non, finalement, c'est quand même aussi agréable de se remettre à table et voilà, de manger. Enfin, donc, on a des retours vraiment très, très positifs voilà, des personnes. Pour aller un peu plus loin, on a eu en 2020, début 2020, là, une expérience avec la Banque alimentaire, avec Magali, qui est de la Banque alimentaire, qui est présente aujourd'hui en charge des actions nutrition. Donc là, ça nous a permis d'aller un petit peu plus loin avec un groupe sur un atelier avec 6 séances. Avec, voilà, elle apporte toute sa connaissance et puis des supports pédagogiques. Donc pour nous, voilà, c'était vraiment intéressant. On a eu un groupe de 7-8 personnes qui ont participé à l'ensemble de ces séances. Donc, forcément, ça va un petit peu plus loin. Elle parle de l'équilibre alimentaire, du Nutri-Score, enfin voilà, de plein de choses, d'astuces, de conseils, voilà. Puis ça se termine également par un atelier cuisine et l'élaboration d'un repas. Voilà, le décryptage des étiquettes, enfin voilà, des choses comme ça. C'est des choses que nous... j'allais dire qu'on a le même objectif. Je pense que voilà, on se retrouve vraiment sur bien des points, voilà, sur les objectifs, sauf que c'est vrai qu'on va beaucoup moins loin, nous, au niveau de l'épicerie, c'est beaucoup moins approfondi les informations qu'on peut donner. On va peut-être, je sais pas, distiller des petites infos comme ça d'ordre général. C'est-à-dire, quand on prend sur une recette, on va dire oh, attention, vous savez, dans les recettes, souvent, ils ont tendance à mettre un peu trop de sucre, on va en mettre un peu moins, voilà, des choses comme ça.
ou attention, enfin voilà, sur les plats préparés, voilà, on peut être amené à évoquer ça. Mais bien évidemment, voilà, c'est pas très approfondi, voilà, non plus. Nous, on est plus sur le partage, la convivialité finalement que sur les apports nutritionnels, quoi. Voilà, donc un peu pour plus ou moins finir, ce qui fonctionne bien. Ce qui fonctionne bien, c'est que, et ce qui est vraiment satisfaisant, motivant au niveau de l'épicerie sociale, je trouve que c'est à la fois de proposer vraiment aux personnes des aliments variés, parce que forcément l'alimentation, on sait tous que c'est un peu la variable d'ajustement quand on a un petit budget. Et donc, on a comme ça, voilà, des personnes qui nous disent « mais quel bonheur quoi, de pouvoir avoir des haricots verts frais ou de pouvoir avoir, voilà, selon la saison, ou avoir des crevettes, des choses que je n'ai pas mangées depuis longtemps parce que vraiment, je ne pouvais pas me le permettre. » Donc ça, c'est vraiment voilà, satisfaisant. C'est que ce soit un lieu qui est vraiment très chaleureux, où les personnes se sentent bien. Il y a vraiment une qualité d'accueil, je pense, et d'écoute, y compris d'écoute bienveillante aussi entre les personnes elles-mêmes. Il y a énormément d'entraide entre les personnes. Je ne sais pas, quelqu'un qui va dire « tiens, j'ai besoin de quelqu'un pour monter un meuble ou pour mon déménagement ». Enfin voilà, il y a vraiment des coups de main qui se font entre les personnes. Il y a des liens d'amitié qui se tissent, des personnes qui se voient vraiment en dehors de l'épicerie. Et puis, vraiment une reconnaissance du lieu. On a tout le temps, quasiment, des personnes qui ne sont plus bénéficiaires, qui viennent toujours à l'épicerie, boire un petit café, donner de leurs nouvelles, voilà. Y compris même des fois, là par exemple, récemment, j'ai une personne, ça faisait 5 ans, c'est une personne qui n'habite plus dans la région, qui passait dans la région, qui s'est arrêtée, voilà, comme quoi l'épicerie, à un moment donné de sa vie, voilà, pour ce monsieur, ça avait été important. Et bon, voilà, il avait toujours ça. Moi, je trouve ça voilà, plutôt touchant, quoi. Les difficultés qu'on rencontre, bien sûr, voilà, c'est pas non plus idéal. Hein. Il y a certaines personnes où c'est plus difficile de créer du lien. Il y a des personnes qui vont venir uniquement plus sur la partie magasin, épicerie, qui vont pas trouver forcément leur place, ou peut-être c'est pas le bon moment pour elles, ou elles n'ont pas besoin, voilà. Donc, dans ces cas-là, on a plutôt tendance à ne pas renouveler l'épicerie, et plutôt peut-être à un moment donné proposer une autre forme d'aide au niveau du CCAS plutôt que l'épicerie, pour que la personne ne prenne pas quelque part la place de quelqu'un d'autre à qui on pourrait, qui serait intéressé par l'ensemble du panel de ce que l'on peut intéresser, même si on sait qu'il faut du temps aussi pour peut-être aller vers les autres, et on laisse aussi ce temps. Peut-être aussi le fait que ce soit un peu un cocon, un peu l'épicerie, et parfois il y a, même si on travaille beaucoup avec les animateurs des centres socioculturels qui viennent nous voir, et on va aussi dans les CSC, parfois c'est un peu difficile, voilà, les personnes voilà, sont bien à l'épicerie, c'est parfois difficile d'aller sur un autre lieu, et voilà, c'est quelque chose qui s'accompagne et ça demande énormément de temps. Et pour certains, voilà, la marche est un peu haute, quelque part, on pourrait dire ça, et que ce n'est pas toujours si simple. Nos perspectives, nos projets. Donc là, actuellement, on est sur un projet autour plutôt de l'activité physique. C'est pendant la crise sanitaire, avec les contraintes, on a pu faire, on faisait moins d'activités au niveau de l'épicerie. Et du coup, mon collègue a proposé des marches dans différents quartiers de Rezé. Il y a beaucoup d'endroits de GR ou autres. Et donc, il a proposé ça toutes les semaines. Ça a beaucoup plu aux personnes. Et puis, on s'est dit, tiens, c'est vrai que ça serait pas mal de tirer un peu ce fil-là de l'activité physique. Donc, on s'est mis en lien avec la maison de santé, Sport Santé, en fait, avec l'UFOLEP. Donc là, on vient d'amener un groupe sur une porte ouverte. Là, il y avait 6 personnes. Ça date de la semaine dernière. Et du coup, voilà, on a des personnes qui sont vraiment intéressées et qui, à partir de la rentrée, donc là, on va essayer de constituer un groupe de 8 personnes. Elles sont 6 pour le moment, ce sont des femmes qui n'ont pas fait d'activité physique depuis longtemps, qui ont quelques problèmes de santé aussi. Et donc voilà, elles vont démarrer une action avec la maison de Sport Santé à partir de la rentrée.
Et puis, pour conclure, en conclusion, voilà, pour nous, voilà, c'est simplement dire que, et vous l'avez bien compris, c'est que l'alimentation, c'était vraiment un moyen de rentrer en contact avec les personnes. Un petit peu comme précédemment, ce qui a été dit précédemment, c'est un peu la même chose, quoi. On n'est pas dans l'injonction, on n'est pas dans le jugement. Et puis, c'est la liberté de chacun, voilà, qu'on accepte bien évidemment. On sait qu'il faut tenir compte, voilà, de la personne, de ses conditions de vie, de là où elle en est, au moment où elle vient. Et voilà. Donc, si vous avez des questions, pas de souci. J'ai pour ma part terminé. Merci Karine pour ce témoignage également très très intéressant. Donc je vois qu'il y a des questions là dans le chat. Jean-Jacques, je n'ai pas le nom entier. Mosbach, si je bâche. Excusez-nous si on ne prononce pas bien votre nom. Donc, il vous demande combien de familles ou de bénéficiaires recevez-vous chaque semaine en moyenne? Alors, on va dire que par mois, à peu près, déjà, on a entre 30 et 35 foyers. Voilà, par mois, c'est à peu près un petit peu moins de 90 sur l'année. Et sur chaque passage, donc on a 3 demi-journées d'ouverture, on a généralement entre 15 et 20 personnes qui viennent. Puisqu'il y en a qui viennent pour les courses, il y en a qui viennent pour les courses et qui vont concilier voilà, un petit temps pour se poser, participer à une activité, boire un café. Et puis, il y a certains qui viennent uniquement pour ce temps convivial. Donc, entre 15 et 20 par demi-journée, quoi. Donc, x3, parce qu'on a ouvert 3 demi-journées par semaine. D'accord. Et toujours… Oui, allez-y, pardon. Non, je voyais la seconde, la fréquentation de l'épicerie, est-ce qu'elle avait augmenté avec le Covid? J'allais dire non. Et peut-être même curieusement, j'allais dire même plus globalement, parce que je suis responsable des aides facultatives, aides légales facultatives du CCAS, y compris au niveau du CCAS, on n'a pas une augmentation des aides. On s'attendait vraiment à avoir une forte augmentation des aides, y compris alimentaires. Et ce n'est pas ce que l'on a constaté. Alors, pour l'épicerie, c'est encore un peu particulier puisque, en fait, pendant le premier confinement, on a arrêté l'épicerie, on a mis des bons d'achat aux personnes. Il y a des personnes d'elles-mêmes qui ont dit « Ah non, mais moi, là, en ce moment, je ne demande plus l'épicerie parce que vous ne faites plus rien. Il n'y a plus d'atelier, il n'y a plus d'activité. Donc, moi, je viens aussi pour ça, pas uniquement pour l'alimentation. » Et qui, d'elles-mêmes, n'ont pas fait, ne redemandaient pas, parce que c'est vrai que la socio-esthétique, des choses comme ça, c'est des choses qu'on a repris quand même là assez récemment aussi. Donc, à un moment donné, on avait peu de personnes, on va dire, on est reparti avec 20 personnes, quoi, et puis petit à petit, là, on voit que tous les mois, on a quand même de plus en plus de demandes, mais voilà, on est dans la fréquentation habituelle. Ça me fait rebondir dans vos deux présentations, ce qui ressort vraiment et ce que tu dis là, c'est le lien social et on vient chercher plus le lien social au final que des cours. Enfin, tu as dit que c'était pas un cours qu'on faisait sur la cuisine. C'est vrai. Et c'est vrai que c'est cette approche globale de la santé qui est très intéressante et qui fait que les personnes viennent et reviennent plus que le fait de participer à un atelier de cuisine, par exemple. Et dans les collectivités, on est souvent questionné, notamment par les contrats locaux de santé, sur quelles actions je pourrais mettre en place sur l'alimentation pour réduire l'obésité, par exemple. Et en fait, souvent, cette porte d'entrée, elle n'est peut-être pas forcément toujours la bonne, parce qu'il faut peut-être se dire déjà qu'est-ce qui existe et comment est-ce que là où les gens partagent, se retrouvent, comment est-ce qu'on peut aborder ce sujet de l'alimentation sans parler d'obésité, sans parler de surpoids, pour pouvoir ouvrir la discussion au sens large et faire le lien aussi, comme tu disais, là, avec l'activité physique par la suite, sans forcément parler des bénéfices pour leur santé, parce qu'eux ne viennent pas pour ça, ils viennent pour le partage, pour l'échange. C'est ça, on est beaucoup là-dessus, effectivement, sur le partage. Et puis, les choses viennent après, au fur et à mesure. Et j'allais dire, le gros point fort, en fait, du lieu, moi, je trouve que c'est un outil qui est vraiment intéressant pour ça, c'est que les personnes, on les voit toutes les semaines, quoi. Quasiment toutes les semaines. Et c'est vrai que j'ai dit on accorde pour 2 mois. Ensuite, c'est renouvelable. Hein, ça peut aller, voilà, comme ça. On a des personnes qui sont depuis 1 an, enfin, ou voire limite un petit peu plus. Enfin, voilà, on met quand même certaines limites pour que ce ne soit pas toujours les mêmes personnes, bien sûr, qui soient présentes.
Et effectivement, voilà, le fait de voir comme ça très, très régulièrement les personnes, parce qu'il y a celles qui vont s'installer autour de la table, boire un café et puis échanger. Il y a celles qui ne vont pas oser ou qui sont moins dans cette demande-là, qui sont dans le magasin, mais qu'on va aussi aller voir dans le magasin juste pour un petit, voilà, un petit mot, un petit échange comme ça. Et j'allais dire que les choses petit à petit. Voilà. Et puis une personne qui ne va pas nous parler au départ d'une problématique de santé avec la relation de confiance, voilà, finalement, va, alors peut-être pas ce moment autour de la table, mais tout au moins lorsqu'elle est en entretien avec l'assistante sociale, voilà, va évoquer aussi voilà, certaines difficultés ou autres. Ouais. Il y a d'autres questions dans le chat, notamment, est-ce que vous recevez beaucoup d'Ukrainiens en ce moment? Alors, on a eu, oui, quelques demandes voilà, d'Ukrainiens, donc pas sur l'épicerie sociale, hein, notamment du fait, en fait, quand les personnes arrivent, elles n'ont pas de ressources, hein, elles font leur demande voilà, pour avoir l'ADA. Et du coup, on a plutôt aidé en bon d'achat, mais on n'a pas eu énormément non plus, et on a eu entre 10 et 15 foyers. D'accord, merci. Et Anne Bonamy vous demande également s'il y a d'autres associations qui interviennent sur l'aide alimentaire en plus de l'épicerie sur votre secteur. Oui, en plus de l'épicerie, on a des associations en fait. Hein. On a la Croix-Rouge et le Secours populaire qui sont dans le même, qui mutualisent, on va dire, même des locaux avec chacun leur entité, leur particularité, avec qui on est très en lien en fait hein, au niveau du CCAS. Donc, il y a ces deux grosses associations qui reçoivent énormément de public et avec qui on travaille vraiment très, très bien, quoi. Et comme je disais, au niveau du CCAS, l'épicerie, c'est une des aides alimentaires, mais il y a aussi, voilà, on distribue beaucoup plus de bons d'achat et de paniers de légumes également, aussi. Ouais, qui sont produits par le même chantier d'insertion dont je parlais tout à l'heure, là, Oser Maraîchage. D'accord. Et moi, je me demandais, est-ce que vous savez en moyenne combien de temps les bénéficiaires restent? Oui, oui, j'ai ça en fait. En moyenne, c'est 7-8 mois. D'accord. En moyenne, c'est 7-8 mois, voilà. En sachant qu'il y a des personnes qui vont rester moins de temps et puis d'autres un petit peu plus. Mais la moyenne, c'est 7-8. Oui, donc ce qui laisse le temps, en effet, de créer une relation. De créer vraiment une relation de confiance pendant cette durée-là. Et le fait de voir les gens souvent, oui, tout à fait, quoi. Mais on leur dit en plus, hein, on leur dit, mais on veut vous voir. Hein, quand les gens viennent, ils font un gros chariot. Mais je sais que voilà, ça peut m'arriver d'aller voir. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça, ce gros chariot et tout ça? Mais vous n'êtes pas venu depuis combien de temps? Enfin voilà, après on sait, des fois il y a des. Voilà. Mais après, c'est aussi pour ne pas. Après, c'est tout ce travail qui peut se faire aussi sur. Oui, il faut faire attention. C'est vrai que si on fait un gros chariot, c'est aussi peut-être un risque de gaspiller, de laisser des choses dans son réfrigérateur. Pour le budget aussi, si en début de mois, on fait un gros chariot comme ça, et puis moi je dis, faites attention avec votre chéquier, il faut la prochaine fois essayer de garder aussi un peu d'argent pour la fin du mois, parce qu'une fois que tous les prélèvements seront passés, qu'il vous reste quelque chose pour venir, faire vos achats à l'épicerie. C'est des choses aussi qui se font. Et puis après, encore une fois, il y a sinon pas du tout de jugement. Enfin voilà, j'ai en tête des personnes. J'ai un monsieur par exemple, lui, il achète que des glaces à cette saison surtout et des yaourts quasiment et des gâteaux. Ça fait très longtemps que je le connais puisque de temps en temps, il redemande. Je crois qu'il vient beaucoup pour le lien social. Donc, il demande l'épicerie il a 2 mois d'épicerie, il va faire 4 ou 5 mois avec parce qu'il va garder un peu l'argent. Il tire un petit peu comme ça, quoi. Mais c'est aussi quelqu'un qui dit très isolé et qui ça lui permet de venir. Mais il participe aux ateliers cuisine très très souvent. Mais bon, je pense qu'il ne refait pas et parce que quand on voit ce qu'il achète, voilà. Cuisine pas forcément, mais bon, ça fait rien. Il est content quand il vient parce que les personnes qui ont cuisiné, bien sûr, repartent avec ce qu'elles ont cuisiné. Et puis, voilà.
Donc, ça veut dire également qu'au niveau de l'épicerie sociale, vous avez l'équipement nécessaire pour cuisiner. Oui, on a une grande cuisine avec un peu cuisine un peu familiale, on va dire. Hein. Ce n'est pas la cuisine industrielle, c'est la cuisine comme à la maison, où les gens doivent bien se sentir, avec 2 fours et 3 plaques de gaz, voilà, avec placard, un peu petite cuisine aménagée, un peu vieillotte, mais bon, qui a tout son charme, un peu vintage, on va dire ça. Ils sont où vos locaux, en fait? Alors, ils sont rue Victor Fortin, donc dans Rezé. Bien sûr, l'épicerie, elle est pour tous les habitants de Rezé. On touche le quartier Château et c'est près de l'école de musique La Balinière. Mais c'est pour tous les habitants de la commune. D'accord. Je crois qu'il y a une autre question dans le chat sur l'orientation à l'épicerie et les bons d'achat. Alors, soit on a des fois soit on a une orientation d'un travailleur social parfois où ils disent ça serait bien, ça serait mieux l'épicerie, voilà, ou j'ai parlé avec la personne, je lui ai parlé de l'épicerie, donc ça c'est tout à fait possible. Après, je pense que c'est les collègues en fait qui sont agents d'accueil au CCAS qui peuvent. Au départ, on a plutôt tendance à proposer le bon d'achat quand même, 1 fois, 2 fois. Puis si la personne elle revient, puis qu'on voit que les difficultés sont quand même un peu récurrentes, on peut proposer l'épicerie, mais en lui expliquant bien voilà, le projet de l'épicerie et voir si la personne se sent prête à venir à l'épicerie, même si on laisse le temps, comme je disais tout à l'heure, hein, quelqu'un qui vient à l'épicerie, on ne lui saute pas non plus comme ça dessus. Moi, très souvent, je fais un accueil en fait, des personnes en amont de l'ouverture pour expliquer le fonctionnement. Comme ça, tous les mois, on a à peu près 3-4 nouvelles personnes. Donc, j'aime bien les recevoir, juste ces personnes-là, les nouvelles personnes, parce que si peu que le jour où elles viennent, ce soit un vendredi à 11h, tout le monde est autour du pain, qu'il y a un peu un brouhaha, etc., ça peut faire un peu peur. Donc, au moins d'expliquer en amont, d'expliquer le lieu, de ce qu'on y fait, et puis on veille aussi aux nouvelles personnes, dès qu'elles arrivent, d'aller à leur rencontre, d'aider à se sentir bien. En fait, on fait le maximum pour que les gens se sentent bien dans le lieu. Parfois trop bien, mais bon. Vous faites partie des premières épiceries sociales en Loire-Atlantique, c'est ça? Oui, avec Bouquenay, en fait, qui est une épicerie également municipale qui s'est créée avant celle de Rezé, mais oui, ça fait partie des plus anciennes, ouais. Et est-ce que vous communiquez, vous avez des relations entre épiceries sociales sur la façon dont vous fonctionnez, ou alors c'est très cloisonné? Alors, il y a des épiceries qui sont plus… alors, municipales, il y a Orvaux qui était municipale. Il y en a qui sont plutôt aussi associatives, en fait, avec parfois un personnel municipal. Enfin, voilà, il y a plusieurs… c'est vrai qu'avec celle de Bouquenay, c'est celle que je connais la plus, mais il y a beaucoup d'épiceries que j'ai rencontrées, puisque comme on fait partie des plus anciennes, on a eu beaucoup, avant les ouvertures des épiceries, il y a beaucoup qui sont venus à notre rencontre, voilà. Et puis depuis 2 ans, on est adhérent aussi à l'ANDES, l'Association nationale des épiceries sociales. Voilà. Bon, avec du coup un animateur régional qui peut animer des rencontres. Il y a beaucoup d'épiceries en Vendée, il y en a beaucoup près d'Angers aussi. Donc il y a des rencontres qui sont proposées ou des webinaires également sur des thématiques. Donc c'est une occasion de travailler avec d'autres, de voir comment d'autres fonctionnent, quoi. Alors, je vois qu'il est 27. Peut-être la dernière question. Oui. Après, on va conclure. Donc, je vous laisse lire la question. Vos sources de revenus doivent venir de subventions de la mairie. Alors, en fait, nous, on est vraiment budget. C'est vraiment le budget de la mairie, le budget, plus précisément, du CCAS, du Centre communal d'action sociale. On est… c'est des dons de la partie. Et du coup, effectivement, la participation financière à hauteur de 10% des bénéficiaires. Et on n'a rien d'autre. C'est le budget CCAS et la participation. Dans le cadre du coup est-ce qu'il y a des partenariats avec d'autres services de la collectivité, le contrat local de santé, le projet alimentaire territorial? Après, j'imagine que ça doit être Nantes Métropole, donc c'est peut-être d'autres échelles.
il n'y a pas forcément de lien avec que ça soit financier ou même dans les Non. projets. Non, du tout. En tout cas, financier, non, rien du tout. Non, du tout. C'est vraiment le budget ville. Hein. C'est pour ça que ça s'adresse qu'aux Reuséens également, hein, l'épicerie sociale de Rezé. Voilà, c'est une des aides facultatives voilà, que propose voilà, le CCAS. Et puis après, non, on est en lien plutôt avec d'autres services de la mairie, mais là, c'est plus sur, voilà, sur autre chose. Ce que je disais tout à l'heure, voilà, on est en lien avec la médiathèque, on est en lien avec l'école de musique, mais ça, c'est plus sur les ateliers, avec le développement, ça peut être avec le développement durable, avec le service jeunesse, hein, voilà. Ça, c'est plutôt avec voilà, c'est dans le cadre d'animation, quoi, plutôt. Ça marche. Voilà. Merci Karine. Merci à vous. Il est pratiquement 16h30, on est vraiment bien dans notre timing. Donc un grand merci à vous, à nos intervenantes. C'était vraiment un sujet très intéressant qui a suscité pas mal de questions. Merci également à tous nos participants qui étaient là pour écouter ce webinaire.